Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission sur la Panafricaine Média 1 qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble des thématiques qui participent à l'évolution de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de cette émission Génération News, scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons parler du rôle, en d'autres termes, de l'impact de l'intelligence émotionnelle sur le processus de réussite. Et en deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de cette première thématique, nous allons parler du stress chez les étudiants. Est-ce que c'est considéré comme un mal silencieux? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour, des habitués pour la plupart, naturellement. Il s'agit des jeunesses étudiants en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Plaisir partagé également, l'espère, pour Hostel, entrepreneur. Merci d'être de nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est un plaisir. Et on termine avec Valentin également. Alors vous êtes étudiant en géopolitique, mais vous êtes également mannequin, écrivain, bref, plusieurs cordes à votre arc. Merci en tout cas d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Rostel, je me tourne vers toi pour donner le temps de cette première partie. On parle de l'intelligence émotionnelle et le lien avec la réussite. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, on fait généralement recours à quoi? Déjà, merci pour la parole. Alors, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est déjà cette capacité à se comprendre soi-même et à comprendre aussi les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à mettre le point sur le quotient intellectuel, mais on oublie parfois le côté émotionnel, le quotient émotionnel. Qui d'ailleurs contribue beaucoup dans les équipes. Par exemple, pour un manager qui a toute une équipe à gérer, c'est pas trop évident de tout le temps mettre le point sur l'intelligence, sur les choses à accomplir, les tâches, les problèmes à résoudre, etc. Mais il faut aussi savoir gérer ce côté émotionnel-là pour pouvoir motiver d'ailleurs l'équipe, les emmener un peu à croire en eux, parce qu'après c'est important déjà de dire à une personne que bon tiens, voilà, tu es intelligent, tu arrives à faire des choses, mais tu as quelque chose en toi qui... En fait, c'est le management. Voilà, c'est le manager que chef. De l'emmener côté émotion, au lieu d'être tout le temps chef, tu es manager, c'est-à-dire tu es chef et tu aides aussi à motiver l'équipe. Ça peut notamment contribuer à augmenter, par exemple, la productivité de l'équipe. Avoir un effet multiplicateur sur le rendement, en ce qui concerne évidemment potentiellement les chiffres d'affaires de l'entreprise et bien d'autres. Genèse, c'est vrai qu'on parle de cette intelligence émotionnelle. Rostel nous a un peu donné des pistes de solutions et des béquilles sur lesquelles nous allons nous appuyer justement pour avancer un peu. Le lien tout de suite avec la réussite, est-ce que ça sous-entend que si on n'a pas cette intelligence émotionnelle-là, la réussite derrière devrait être un peu plus compliqué, à l'image de ce que Rostel vient de souligner aussi. La réussite est majoritairement conditionnée par cette intelligence émotionnelle. Je vais prendre un exemple rationnel. J'ai travaillé avec une amie qui était créatrice de contenu et motivatrice aussi. Elle reprend le nom de Mademoiselle Z, mais très, très connue sous le prénom de Michel Cyriel. Et elle disait une fois, et c'est pas seulement dans ses contenus, c'est un conseil qu'elle me dit souvent, et j'ai fini par expérimenter la chose en disant que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous entourez. Ce qui veut dire par là que si tu traînes avec des personnes qui passent leur temps à glander ou encore, bon, je vais prendre exemple surtout sur des trucs un peu bidons, des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont des passions juste pour le foot, alors que toi tu veux peut-être réussir dans ta carrière professionnelle qui est peut-être la médecine ou l'informatique ou encore le journalisme pour moi, bah tu auras plus, en fait tu seras 2 fois plus influencé que par le football parce qu'ils vont réussir à te contaminer leurs habitudes. Donc avec cette intelligence émotionnelle ou encore cette réflexion et cette sensibilité émotionnelle, tu te diras que bon, si je veux réussir dans le foot, d'accord, voici les personnes adéquates pour m'aider à réussir. Et pareillement pour la réussite sur un plan un peu plus professionnel, si tu veux réussir, entraîne-toi des personnes du domaine dans lequel tu veux exceller et des personnes bien évidemment compétentes. Et cela va facilement renforcer parce que tu pourras prendre 10% de tout un chacun pour renforcer. Être une éponge, effectivement, absorber les qualités Merci beaucoup. Voilà, des personnes autour de toi. Et effectivement, c'est vrai que ça reste assez intéressant ce que tu viens de soulever, Genèse. Valentin, c'est vrai qu'on a parlé de l'intelligence émotionnelle. On va y rester vraiment pour cette première partie d'émission. Ça consiste à quoi concrètement quand on parle
d'intelligence émotionnelle? Quelles sont les qualités, les aptitudes que nous mettons en avant pour se dire, ah tiens, je fais preuve de QE, donc le quotient émotionnel. Est-ce que c'est l'écoute? Quelles sont vraiment ces qualités qu'on doit mettre en avant? Déjà, premièrement, moi, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est, comme tu l'as dit, pouvoir mettre un peu plus l'écoute envers les personnes qui nous parlent, qui viennent nous parler, se confier à nous. Pas juste d'être une oreille qui écoute, qui ne dit rien, mais également une oreille, avoir une écoute active. C'est-à-dire, Jeunesse vient me confier quelque chose qui lui fait mal. Je suis capable d'écouter, mais également, pas forcément apporter des solutions, d'écouter et de comprendre. Pas toujours trouver des arguments, mais au moins dire des choses qui peuvent être réconfortantes pour lui. Vous voyez, c'est ça également l'intelligence émotionnelle. Or, souvent dans la vie courante, surtout au niveau de nous, les hommes, c'est plus l'intelligence, le quotient intellectuel tout court qu'on met en avant. Ouais. Ce côté logique. Il n'y a pas de place pour ce côté émotionnel. C'est souvent, mais pourquoi tu réagis ainsi? Tu es un homme. Ouais. Le côté émotif, on le met à côté. Chose que, là où je trouve que les personnes qui arrivent au mieux à gérer leur quotient émotionnel, intelligence émotionnelle, je trouve que c'est les femmes. Elles s'en sortent mieux que nous les hommes. Elles arrivent à mettre un accent sur ce qui leur touche, ce qui leur fait mal. Et on a souvent tendance à dire que non, elles se plaignent trop, il y a ça. Mais non, parce qu'elles arrivent au moins à s'exprimer. Or, nous les hommes, on a du mal déjà à ça. Et on ne nous apprend pas forcément comment manager cela. Ce qui est oui, parce que dommage. c'est ça la vraie question. C'est parce que, effectivement, quand on parle, si tu viens un peu sur la question du genre, quand on parle des hommes que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est vrai que nous, on grandit avec une éducation parentale qui nous dit qu'un homme ne doit pas montrer ses émotions, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas faire... Il y a tellement d'interdictions en lien avec l'homme que du coup, la charge mentale naturellement augmente parce qu'il y a des hommes qui pleurent, mais qui pleurent seuls, généralement. Et du coup, ce qui fait qu'effectivement, que peut-être sur l'intelligence émotionnelle, il y a certaines personnes, en l'occurrence des profils masculins, qui sont plutôt fermés à l'idée d'avoir toutes les qualités que tu viens de mettre. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation de nos parents aussi, même si l'idée, c'est pas de la remettre totalement en cause, mais est-ce que quelque part aussi, c'est pas cette éducation que nous avons reçue qui nous demande d'être forts, qui nous affaiblit aujourd'hui? C'est une question assez sensible parce que toutes les éducations ne se valent pas. Je suis d'accord. Mais de manière, je ne sais pas si je suis apte à dire de manière générale, parce que même là, il faut faire attention. Mais de ce qu'on a pu entendre par notre entourage, et d'ailleurs également, c'est un homme, ça ne pleure pas. Ouais. J'ai un frère où sa mère lui a dit tu peux pleurer. Je suis pas la mère qui va dire un homme ne pleure pas. Non. Donc, c'est assez mitigé. Mais dans cette éducation, quelque part, c'est utile, mais d'autre part, non. C'est utile dans la mesure où, face à des situations où une personne, franchement, peut être vraiment désarçonnée ou vraiment au plus bas et ne pas savoir ce qu'elle peut faire, c'est là où cette éducation un peu rigide peut dire que non, tu es un homme, tu dois prendre sur toi et trouver une solution. Là, d'accord. Un exemple tout simple, c'est souvent dans la famille où l'enfant entre à la maison, papa, on m'a envoyé parce qu'on n'a pas payé. Là où maman va se dire, va commencer à stresser, se dire que non, waouh, où est-ce que je vais te trouver l'argent? Là, pour le moment, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que fait papa? On l'a souvent assez vu. Papa, il rentre dans la chambre, il sort, et ton argent à l'enfant va payer l'école. Pour le coup, il n'a pas forcément cédé au stress, mais on ne sait pas intérieurement ce qui se passe en lui. Oui, c'est que nous, les hommes, ont tendance à beaucoup plus cacher les émotions. On cache. Ouais, Là, le seul moment où on peut espérer dire que papa a pu se confier ou se libérer de cette charge émotionnelle, c'est peut-être quand il est avec maman. Ouais. Encore si et seulement si il est à l'aise. Parce que au niveau de nous, les hommes, ça constitue une intimité qu'on ne veut nullement dévoiler. On va y revenir là-dessus, sur ce point, justement. Oui, tu veux rebondir là-dessus, Genèse? Une question par rapport à ça en disant on voit les grands hommes, parce que dans ton argument, tu n'as pas vraiment mis en avant le coefficient émotionnel. Tu as dit qu'on le met de côté, on priorise le coefficient intellectuel, mais quand on parle des hommes qui ont réussi dans le monde,
on leur demande quel secret vous pourrez nous donner, enfin, on va dire c'est quoi le secret de la réussite. Ils ont tendance à mettre l'aspect émotionnel en avant. Donc moi, j'étais un peu étonné de voir que Oui, mais justement, cet aspect émotionnel-là, c'est quoi? C'est, Rostel, ça se résume à quoi? C'est vrai qu'on en parle, on dit, on avance des pistes, mais je veux dire, restons sur l'exemple de Genèse, hein, un chef d'entreprise qui a réussi, qui te dit qu'il est passé par cette forme d'intelligence émotionnelle. Pour lui, ça se résume à quoi? Très bonne question. Après, je Il n'y a pas de souci. Du coup, quand on parle d'intelligence émotionnelle, ça dépend. Par exemple, là, on parle d'une entreprise, mais je vais aller dans le cadre d'un entrepreneur qui a un projet. Ouais. Du coup, je suis un entrepreneur, je me retrouve devant des investisseurs. Ouais, parce que c'est le entrepreneur, tu entends, bah oui. Bon, l'intelligence qui vont peut-être subventionner un projet. Ouais. Et devant eux, j'ai un projet dans l'agriculture. Je ne vais pas venir leur dire, j'ai conçu une plateforme pour peut-être permettre aux agriculteurs d'acheter des intrants agricoles, des semences naturelles et tout. Et puis, présenter comme ça, c'est bien. Il y a le projet qui est là, il y a l'idée, il y a un problème, il y a la problématique à résoudre, il y a la solution. Mais au fond, qu'est-ce que je transmets exactement? Il doit y avoir un contact entre ceux qui me suivent et le projet et moi pour que ils puissent être en fait dans le même esprit que moi. Exactement. Donc là, en ce net moment, je peux changer la façon de parler pour transmettre notamment ce côté émotionnel. Ouais. Donc, je peux être là, je suis en train de pitcher, je dis que un jour, j'ai failli perdre, par exemple, ma tante. Là, déjà, je capte l'attention. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai failli perdre ma tante parce qu'elle avait consommé des produits ou bien des substances chimiques liées à ce qu'elle avait acheté. Si c'est des fruits, si c'est des légumes, ça dépend. À cause de ça, après consommation, elle a eu telle maladie et on a failli la perdre. C'est-à-dire que la success story émotionnelle peut avoir un impact sur le fait qu'eux décident de t'accompagner dans l'investissement. Donc, quand eux, ils sont en train de voir qu'il y a quand même un fait réel, un problème qui est là, donc c'est à partir de ce problème-là que tu as conçu ce projet, donc tu as voulu résoudre ce problème, c'est-à-dire limiter par exemple les cas de maladie comme le cancer, etc. Je me dis que si je peux concevoir un projet qui va nous éviter de tout le temps passer par des produits ou des engrais chimiques, et pourquoi pas utiliser des intrants agricoles, des semences naturelles à base des fumiers bio. Donc là, je suis dans une zone où non seulement je présente un projet du côté intellectuel, mais il y a aussi de l'émotion qui est là parce que je me soucie premièrement de la vie sociale, la santé, le bien-être. Et derrière, il y a aussi une proposition qui est là. Je pense que dans ce sens-là, j'arrive quand même à combiner les deux. Ouais. Et les émotions. Souvent, c'est prouvé que c'est souvent quand on prend cette direction-là, et souvent ça aboutit à quelque chose. Alors, il y a aussi la question que j'ai envie de savoir, c'est Genèse, est-ce qu'on peut aller puiser cette intelligence émotionnelle-là dans le cercle familial? Je m'explique, parce que généralement, en lien avec la réussite, parce que généralement, on l'a tous entendu cette phrase-là, j'ai envie de réussir pour mettre maman à l'abri du besoin. Ouais. Bon, pas uniquement. Parce que ça, c'est quelque chose de normal. Le fait de, comme on dit, un enfant doit faire mieux que son père. Donc, il faut à tout prix réussir pour, on va dire, rentabiliser l'investissement des parents. Oui, mais est-ce que cette idée-là, tu es sensible à ça, donc émotionnellement, tu es sensible à cette idée-là? Bien évidemment, parce qu'en parlant de sensibilité, c'est même je pense que c'est l'épicentre même, c'est la condition sine qua non pour, c'est le déclic. C'est-à-dire que, je voulais même mentionner ça, je voulais renchérir tes propos parce que ces personnes qui ont réussi ont tendance à nous dire, comme c'est un conseil très récurrent, on dit faites ce que vous aimez. Ça, déjà, en fait, c'est cette sensibilité-là. Quand tu es, on va dire, tu appréhendes facilement ce que tu fais ou encore ce qui t'anime, facilement tu sais ce que tu veux faire ou encore tu sais ce que tu veux. Maintenant, dans la famille, évidemment, il y a cette maxime-là qui nous anime. C'est la plus grosse forme de motivation parce que quand tu veux réussir, premièrement, on a tendance même à se mettre de côté nous-mêmes. On se dit qu'on veut réussir pour ces gens. D'où cette intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on s'efface pour mettre quelqu'un à l'abri, mais on se donne les moyens pour. Voilà. Effectivement, l'émotion ou encore la sensibilité vient, ça naît à la suite, vient lorsqu'on voit comment papa se lève tôt le matin, il rentre tard, et quand tu te rends compte que c'est pour toi qu'il le fait, mais comment ne pas être sensible, comment ne pas se dire que oui, moi aussi quand j'ai envie de réussir,
pour que ce monsieur-là, lorsqu'il va se reposer, il profite à son tour des gains de ma réussite. Et pareillement pour maman, les prières, les projets, tout ce qui va. T'accompagne. Voilà, donc J'ai l'impression que Valentin n'est pas tout à fait d'accord. En fait, c'est pas vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a suivi une certaine mouvance qui, au départ, je pense que c'est je dois rendre ma mère fière. Ouais. Je pense que c'est ça. Je parle pour ma part. Ouais, je pense que c'est ça. Maintenant, avec certaines personnes un peu plus influentes, quand ça dit que non, je vais mettre maman À l'abri du besoin. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose dans la mesure où tu vois que la mère est dans une situation assez précaire et que toi, pour le coup, ça te touche, ça t'affecte. Ouais. Tu te bats, oui. Là également, c'est valable. Donc, je pense que les deux se valent, mais souvent à des degrés différents. D'accord. Parce que moi, à mon niveau, ma mère m'a toujours dit, ne fais pas des choses pour dire que non, je vais te mettre à l'abri du besoin. Ouais, non. fais ce qui te plaît d'abord. Fais ce qui te plaît, mais sois conscient de ce que tu fais. Très bien. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Donc, tu le fais. Certes, ça va me rendre fier, mais à quoi bon? Tu vas me prouver quoi? Ouais. C'est pas pour me prouver à moi. Prouve-toi à toi que tu es capable de faire. Très bien. Pas à moi. Moi, et quand ils me disent souvent, moi, j'ai presque tout. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour me mettre à l'abri du besoin? Quel besoin? Est-ce que j'ai besoin de quoi? Si je veux voyager, Donc, en fait, c'est beaucoup plus une source de motivation personnelle. c'est plus personnel. Voilà, oui, parce qu'après, c'est clair que... Après, ça peut être un défi qu'on se lance. On se dit, moi, je dois réussir pour offrir, par exemple, un voyage aux Maldives à ma mère qui n'est jamais allée, ou aux Seychelles ou au Maroc, qui n'est jamais allée visiter d'autres pays. Ça peut être un défi personnel, mais avec cette intelligence émotionnelle-là, de dire le simple fait de voir le sourire de ma mère quand je veux lui offrir ce billet-là, pour moi, c'est comme si je gagnais au loto, évidemment. Ce que j'ai envie de savoir, Rostel, c'est aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle et de réussite. Quand on parle de réussite, on va naturellement le confort de façon un peu plus simple, mais dans le domaine professionnel, c'est le fait aussi d'arriver à la pratique du métier. Si vous êtes journaliste, que vous suivez une formation, on peut estimer que vous avez réussi si vous obtenez un diplôme. Ce que j'ai envie de savoir, est-ce que cette intelligence émotionnelle-là a participé aussi à la création d'autres métiers? Aujourd'hui, le métier de psychologue, c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle. On a des coachs aujourd'hui. Donc, cette intelligence émotionnelle-là crée aujourd'hui des métiers. Oui, tout à fait. Ça crée des métiers. Non seulement ça crée des métiers, mais ça inspire. Ça inspire aussi ceux qui suivent. Par exemple, là, vous avez parlé du journalisme. Supposons qu'il y a peut-être un bachelier qui vient d'avoir son baccalauréat en train de suivre l'émission et il se dit, tiens, l'homme qui fait le journal, il s'exprime très bien, j'aime son côté rassurant, voilà, son côté un peu émotionnel. Donc, lui, il peut aimer le métier, pas seulement parce qu'à la base, il voulait être journaliste, mais parce que quand vous parlez, vous transmettez des choses peut-être qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive vraiment pas à capter, mais qui est vraiment très... Mais c'est vrai que quand on parle de l'intelligence émotionnelle, exactement, parce que du coup, un musicien peut naturellement avoir une belle intelligence émotionnelle. Oui. Si plus qu'il transmet... Ouais, c'est même ça avec la musique, hein. C'est surtout l'émotion. Après, quand tu chantes, tu dois transmettre quelque chose. Voilà pourquoi on dit que, en fait, il y a... Donc, du coup, je comprends bien, désolé de t'interrompre, l'émotion, c'est vraiment le fer de lance de la réussite. Si on parle d'intelligence émotionnelle, c'est comment adapter ses émotions, en fait, et les transmettre. Dans la plupart des cas, oui. D'accord. Oui. Genèse? Voilà pourquoi j'ai dit que la réussite ou encore le succès est majoritairement conditionné par la sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir être... On ne demande pas de demeurer insensible, mais il faut savoir à quel moment faire jouer sa sensibilité. C'est ça. Et pas seulement dans la réussite, mais même dans le fait, bon, quand je parle de réussir, c'est même à l'idée de devenir la meilleure version de soi-même. C'est vrai, il y a, je sais pas si c'est toi ou Valentin qui a parlé qu'un homme ne pleure pas et tout, mais j'ai un ami qui est coach en développement personnel, mais vraiment très jeune comme nous, et qui m'avait fait comprendre, au passage je le salue, Chérif Camara, qui avait dit, un homme, en fait pleurer c'est humain. D'accord, c'est humain. Maintenant, chez un homme, pleurer, il faut comprendre que c'est la seule façon pour lui c'est son cœur qui parle. Mais pourquoi un homme ne doit pas pleurer? Parce qu'en général, comme on a dit, un homme, ça ne parle pas. Ça, c'est selon l'éducation à l'africaine. Peut-être que... Non, parce que dire qu'un homme ne pleure pas, c'est comme si c'est une loi universelle. Ce n'est pas interdit. Oui. Mais le problème, pourquoi un homme ne doit pas... Parce que... Non, en fait, nous, on est d'accord avec toi. Pas où Valentin et nous, on veut t'emmener dans notre camp, c'est de se dire...
faut relativiser en disant que c'est l'éducation africaine qui nous dit qu'un homme ne doit pas pleurer pour plusieurs raisons. Mais c'est pas une loi universelle où on interdit à tous les hommes de pleurer. C'est juste qu'en fait, dans notre éducation à l'africaine, et même dans une forme de conscience collective, un homme qui pleure, c'est un homme faible. Mais pourtant, il y a des hommes qui pleurent et qui sont plutôt à l'aise avec ça. La question, justement, sur le plan universel, l'idée, et c'est même une question qui m'avait posée en me disant, mais tu peux pleurer, ok, tu laisses ton cœur parler, effectivement. Ça veut dire que dans le monde, même l'homme qui pleure, c'est une manière d'exprimer. C'est une sensibilité. Voilà. C'est un homme sensible. La question qui m'avait posée, c'est est-ce que pleurer te permet de te rapprocher de la meilleure version de toi-même? Est-ce que ça te permet de sortir de confort. de cette zone de confort ou bien de cette impasse? Si ce n'est pas le cas, réfléchis. En fait, c'est quelque chose on va dire d'indispensable dans le processus de réussite. Parce que tu sais à quel moment, l'émotion, pardon, tu sais à quel moment cela touche ta réalité, ton striatum. Je pense que c'est ça le thème, striatum. Voilà, je pense que si tu sais que la chose, à l'heure actuelle, ça touche à ton striatum, facilement, tu peux savoir comment l'adapter à tes objectifs pour réussir facilement. Ouais, et je pense que c'est un peu, comme on l'a dit, c'est l'épicentre que tu sois artiste, que tu sois slammer, écrivain comme notre ami Valentin. Je pense que la clé, c'est l'émotion. Si tu réussis à captiver l'émotion, à transmettre cette émotion-là, naturellement, la réussite peut être quelque chose d'assez intéressant. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. Justement, on parlera du stress. Faut-il percevoir le stress aujourd'hui comme une maladie silencieuse chez les étudiants? On en parle en deuxième partie d'émission tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour cette deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons pour cette dernière partie d'émission aborder une thématique liée au stress et en lien justement avec les étudiants. Faut-il aujourd'hui percevoir le stress comme étant une maladie silencieuse? Genèse, je me tourne vers toi, étudiant en journalisme et communication. Le stress, faut-il aujourd'hui percevoir le stress comme un élément nuisible à cette vie d'étudiant? Oui, très nuisible, c'est même une sorte de gangrène parce que c'est déjà, surtout pour ceux qui sont à l'étranger, ce n'est pas facile parce que là, on va dire, on est conditionné par le succès, il faut réussir. Il y a la pression des parents, ça, en tout cas, il y a toujours une pression et il y a aussi la pression de nos propres objectifs qui sont en parallèle avec celle des parents, quoi. Voilà, en parallèle avec celle des parents. Maintenant, le vrai problème au niveau du stress, c'est que c'est quelque chose qu'on a tendance à garder pour nous-mêmes. Et c'est difficile, hein, honnêtement, c'est vraiment difficile de trouver le remède. Le remède au stress. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de... Oui, mais naturellement, on te demande de sortir un peu à la délai, d'occuper un peu l'esprit. Moi, je pense que ce sont des conseils rationnels. C'est-à-dire que chacun vient te dire, selon lui, selon sa propre sensibilité, vu qu'on a parlé de sensibilité en amont. Donc, moi, je pense que c'est plus en rapport avec l'expérience de tout un chacun. Et de ce que je sais, l'expérience de l'un n'est pas une référence pour l'autre. Exactement. Parce que voilà. Maintenant, moi, comme je disais, c'est quand même quelque chose où on est obligé d'accepter que le stress est là. On doit vivre avec ce stress, mais comment le canaliser? C'est ça le vrai truc. Maintenant, vous disiez, est-ce que la question, je ne sais plus, la question c'était comment maintenant essayer de gérer. Est-ce qu'on doit le voir comme... quelque chose de nuisible, mais silencieux. Oui, ouais. C'est nuisible et le problème, c'est parce que de nos jours, on voit ce que le stress crée au sein de la caste estudiantine. Ça crée parfois des dépressions et je ne voudrais pas parler de suicide, mais c'est parfois l'extrême, en fait. Voilà, c'est parfois la conséquence extrême de ce genre de truc. Et donc, je pense qu'on a quand même besoin, c'est quelque chose on doit avoir un suivi quand même au niveau de l'école, au niveau de l'entourage aussi. Oui, donc le suivi, c'est quoi? C'est de dire à l'établissement, potentiellement, d'avoir un psychologue. Oui, pas potentiellement, mais obligatoirement, d'avoir un psychologue dans l'école. Parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'ils ont un rôle quand même indispensable. Je peux dire indispensable dans la société. Mais on a l'impression qu'effectivement, alors nous ne sommes pas médecins ici, mais nous avons des notions en médecine. On sait pertinemment que un stress hyper élevé peut avoir un impact sur ta santé. Généralement, les étudiants, vous l'avez tous connu, je pense. Hein, vous êtes tous passés par une étape où le stress vous a malheureusement conduit à l'hôpital. Ça montre à quel point, Rostel, l'impact et le degré de ce stress-là, Jeunesse l'a souligné, c'est difficile pour un étudiant de se défaire de ce stress parce que même quand il n'y en a pas, il y en a toujours, en fait, quelque part. Comment on arrive concrètement à
à gérer ça? Est-ce que la première chose, c'est de l'accepter, tout simplement? Oui, je dirais que oui. Après, il faut comprendre que le stress est naturel. Donc, quand un homme est à une étape importante de sa vie, cet homme-là doit stresser. En fait, c'est quelque chose d'important que l'on fait. Donc, il y a le stress qui est là, notamment les études universitaires. C'est une étape quand même assez importante. Donc, le stress est là, c'est naturel, mais le stress peut être nuisible dans le sens où on n'arrive pas à le contrôler, on peut aboutir à une dépression. Et moi, je pense que la première étape, c'est de l'accepter. Déjà, pour traiter une maladie, il faut Connaître la cause. faut déjà accepter Identifier qu'on est le malade. problème. Ouais. Ouais. Oui. Donc, accepter qu'on est stressé et puis le gérer, il y a plein d'autres, il y a plein d'astuces en fait pour gérer le stress. Et généralement, pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui part naturellement. Par exemple, si je suis en train de soutenir à ma soutenance, peut-être que les 15 premières secondes, je peux stresser, mais après, par la suite, ça vient tout seul. Ouais. Ça part tout seul, en fait. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin d'en parler, de parler à quelqu'un, en fait, pour se sentir mieux, pour Libérer peut-être. à d'autres, il faut écouter une musique. Donc, il y a plein d'astuces. Il y a des gens, parfois, quand il est stressé, il doit peut-être jouer au jeu, écouter une musique. D'autres mangent même. Il y a des gens que je connais. Oui, qui fait une analyse. Boulimie, on se retrouve à... Oui, il y en a qui gèrent le stress par la nourriture, malheureusement. C'est thérapeutique chez beaucoup de personnes. Je pense On que sait l'impact derrière. le stress est naturel, pas tout le temps nuisible, mais c'est aussi une façon de nous mettre la pression qu'on doit bien faire. Est-ce que ce stress-là, Valentin, alors moi je m'accroche à l'argument de Genèse. Genèse disait que parfois, enfin pas parfois, on a deux stress, hein, s'il va falloir les catégoriser comme ça. Donc le stress qu'on s'inflige à nous-mêmes et par rapport à nos attentes et le stress des parents, donc l'attente des parents. Est-ce que quelque part, ce n'est pas nous qui amplifions encore ce stress-là, c'est-à-dire au niveau d'attente, dans le sens où, parce qu'on parle souvent le stress, c'est parfois il y a une pression extérieure ou interne. Si aujourd'hui, je suppose que Valentin, toi tu es écrivain, mais tu es étudiant, et que derrière, tu dois aller trouver un autre boulot qui te met beaucoup de pression dans le rendement, donc tu cumules en même temps le stress de l'établissement où tu dois passer des examens, tu dois porter des résultats, et le stress où tu travailles pour justement, ça peut être un boulot qui va te permettre de générer de l'argent pour joindre les deux bouts à la fin du mois et tout ça. Est-ce que quelque part, nous, l'étudiant, on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que c'est pas nous qui créons un peu ce stress-là en voulant être partout en même temps et gérer plusieurs choses en même temps? Je pense que, déjà merci pour la question, je pense que, comme tu l'as su bien le dire, nous-mêmes, on amplifie ce stress-là. Certes, parce que je pense que pour une personne qui est quand même assez organisée, moi-même déjà, je ne suis pas une personne organisée, D'accord. je ne dirais pas très organisée, mais quand même, j'arrive à me retrouver dans un désordre. Il y en a également qui arrivent dans leur désordre, ils sont organisés, organisés dans le désordre. Et il y a ceux qui sont organisés. Donc, ouais, les maniaques, ouais. On est très strict dans ce qu'on... bon, maniaque, c'est quand même un peu trop fort, mais Oui, ça existe malheureusement. oui, ça existe malheureusement. Ouais. Mais Sérieusement, c'est selon. ça dépend de qui l'entend. Ouais. Donc, pour une personne qui n'est pas organisée, c'est d'autant plus difficile de gérer le boulot, de gérer les études, sa propre vie, La pression du bailleur aussi. la pression du bailleur derrière, Oui, le loyer. les parents également. Ouais. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup. Pour une personne qui n'est pas organisée, qui n'est pas réellement organisée, donc, il y a les examens qui arrivent, la personne se dit que non, je dois me mettre à lire pour mes examens. Ouais, Donc, au niveau du boulot, on lui donne des tâches à traiter dans un temps limité. Il y a également ce que je dois rendre au boulot. Ok, pour quelqu'un qui est comme moi, qui est dans le mannequinat ou encore dans l'écriture, au niveau du mannequinat, il y a telle date qui correspond peut-être aux dates des examens. Ouais. Et à la même date également, la personne doit rendre ce qu'on lui a confié au boulot. Donc, pour le coup, trois tâches déjà. À rendre pour... Rajouter à cela, c'est la date à laquelle il doit payer son loyer. Donc, vous voyez un peu. Donc, pour le coup, il y a ces différentes tâches qui sont là. La personne surtout se disait, comment je dois faire? Que puis-je faire? La personne commence à stresser. Ouais. Donc, pour le coup. Et là, se dire que, ok, je vais d'abord voir ce que j'ai pu déjà faire en amont. Où est-ce que j'en suis? Pour pouvoir gérer ça et donner 50. Ouais, comme c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. On s'organise, on voit quel est le temps qu'on peut dégager pour telle activité, telle activité. Oui. Donc, par rapport à ça, tant que tu n'arrives pas à bien structurer ces choses-là, pour le coup, tu t'en mets les pinceaux et derrière, le stress augmente parce que tu rajoutes déjà le stress qui était déjà là parce qu'il y a ces choses-là
qu'il faut faire à des heures bien définies, encore si ça a été défini. Donc, tu n'arrives pas déjà à définir le temps pour ces choses-là. Donc, là, tu commences à sentir un peu, je dois faire ci à telle heure, je dois faire ci à telle heure. OK. Par rapport à ça, toi, tu te dis que, merde, je vais pas forcément arriver. Ouais. Non. Est-ce que là aussi, ce que il vient de dire, est-ce que quelque part, ça reste un effet assez intéressant, un point assez intéressant dans le stress en ce qui concerne les étudiants, le doute. Le doute, est-ce que vraiment ça vient amplifier un petit peu parce qu'on a l'impression que l'étudiant doute un peu de tout. Parfois, il est intelligent, il sait qu'il va réussir à l'examen, mais il a un doute. Effectivement. Et puis, il ne faut pas être trop sûr aussi à 100%. Maintenant, avant d'arriver au doute, j'ai envie d'expliquer un truc. Ça, c'est par exemple. C'est-à-dire que je pense que le stress et la pression, ce n'est pas la même chose. Le stress entraîne une pression. Mais en amont, il y a la question sur l'organisation. Je pense que si le point positif qu'on peut avoir sur le stress, c'est qu'il est là pour nous rappeler qu'écoute, ce que tu as en face de toi, ce n'est pas une mince affaire. Ouais. Voilà. Il faut surtout que tu te bouges. Dans le sens du terme. Voilà. Donc, voilà vraiment peut-être la première caractéristique ou le premier message que le stress veut nous envoyer. Maintenant, après, au niveau universitaire, ce stress-là naît ou encore cette pression-là arrive à quel moment? C'est quand tu te dis que tu n'arrives pas... En fait, tu fixes tes objectifs au même niveau. Entre-temps, il y a ce qui est important et il y a ce qui est urgent. Et ce n'est pas la même chose. Ouais. Donc, si on commence par le plus urgent, je pense que le stress est réduit à 50%. Donc, pour moi, comme je disais, pour ne pas que le stress devienne quelque chose de nuisible, il faut le prendre positivement. C'est pas la période. J'en viens. On va laisser Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, pour ne pas que cela soit nuisible au départ, il faut déjà prendre ce premier message comme étant « ouais, je stresse parce que… » au départ. Parce que c'est difficile. Moi, j'aime pas trop les gens qui disent « ouais, je suis stressé pour rien ». Non, c'est… On stresse pour quelque chose, là, tu vois. Voilà, non, il y en a qui disaient « ouais, une fois qu'on réussit, on dit « ouais, mais bizarrement, je stressé pour rien ». Non, on a stressé parce que on appréhendait qu'on était face. Ouais, c'est comme Rostel a dit, c'est quelque chose de c'est humain, c'est quelque chose de naturel, là. L'humeur, stress. Voilà. Maintenant, c'est le trop de stress qui peut... Voilà, maintenant, la pression arrive à quel moment? Ça arrive à partir de là où le doute naît, en disant est-ce que je serai à la hauteur? Frère, si ce sont tes objectifs, c'est que tu es à la hauteur. Maintenant, fixe des objectifs smart pour éviter de subir la prise de pression, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Bon, parce que si tu rêves trop grand, la chute sera évidemment... c'est pas quelqu'un qui chute du 11e et qui chute au premier, l'impact n'est pas pareil. C'est pas pareil, évidemment. Oui, Valentin. En fait, quand je disais, il y a ce qui est urgent et ce qui est important. Tu voulais rebondir là-dessus aussi, Rostel? Bon, Rostel... J'aimerais avoir des exemples concrets, au fait. C'est quoi que tu dis être urgent et quoi être important? Ce qui est urgent, est-ce que je suis d'entrer de manière spontanée? On a la licence, par exemple. On vit en licence. Ça veut dire que ce qui est urgent à l'heure actuelle, c'est la mission pour laquelle tes parents t'ont envoyé. C'est-à-dire que tu dois devenir... En fait, tu as peut-être l'objectif d'être créateur de contenu. Tu as peut-être les objectifs d'être mannequin professionnel. D'avoir les lobbies, quoi. Voilà, d'être mannequin professionnel. Mais ce n'est pas plus urgent que le temps... Parce que c'est délimité. C'est-à-dire que tu dois être... tu dois être bachelor. On n'est pas des licenciés, tu dois être bachelor dans les 3 ans qui viennent. Ça, c'est plus urgent. Maintenant, il y a ce que tu juges plus important. C'est ta carrière auxiliaire à celle d'être peut-être politiste à l'avenir. Je pense que l'urgence... on parle d'urgence par rapport à un laps de temps bien précis. Je pense. Parce que là, c'est plus laps de temps, c'est le temps de réalisation. C'est 3 ans. On peut dire également laps de temps, mais quand on dit laps de temps, c'est un temps bien court. Et c'est de là que naît l'urgence. Effectivement. Tu vois. Donc, je pense que, surtout l'attention que j'ai, c'est plus par rapport au moi employé. C'est important également d'avoir sa licence, parce que c'est la première des choses pour laquelle on est à l'université. Non, le diplôme. bien sûr, ouais. Dire que c'est urgent, je dirais plus que si tu es en face d'une situation où tu dois choisir entre aller soutenir pour ton diplôme, pour l'obtention de ton diplôme, ou aller pour un marché qui peut te rapporter gros. Là, c'est de là que naît l'urgence. D'accord. Mais sinon, même là, ce qui est important, il y a également ce qui est important là, qui compte également. L'urgence, c'est peut-être si tu es, on dit, fauché, et Enfin, pas de sous, quoi. tu n'as vraiment pas de sous, mais quand même, l'urgence, c'est de finir ton mémoire. Enfin, d'aller soutenir. En fait, moi, j'ai l'impression que vous vous entendez sans vous comprendre. C'est vraiment... Parce que
peut-être vous allez dans le même sens, mais peut-être que c'est sur les mots, mais sinon vous êtes plutôt d'accord. Oui. En fait, lui, il voulait juste me dire de faire attention au contexte. Voilà, de relativiser. Ça. C'était beaucoup plus... Oui, Rostel? Oui, après, ils ont pratiquement tout dit. Salut, je voulais dire, donc, moi, je voulais juste demander, ce qui était important, c'était déjà le contexte. Parce qu'après, il y a des moments où, ou bien il y a la partie où l'urgence est définie par toi et la partie où l'urgence n'est pas définie par toi. Supposons qu'on a parlé tout à l'heure des étudiants qui sont à l'école et qui font des petits boulots à côté. À côté, ouais. Imaginons que tu vas soutenir, par exemple, le lundi et que tu as un projet de travail aussi à rendre le lundi. Au travail, ils vont pas se dire que il a plus d'urgence à faire. Pour eux, l'urgence, c'est le travail. C'est le travail. Pour toi, l'urgence, c'est la soutenance. Donc là, tu es dans un cas où tu ne peux pas te permettre de dire que ça, c'est important, je commence par ça. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est de pouvoir rendre les deux à la fin. Et là, je pense que c'est là que le stress se transforme en pression, en fait. Donc, je voulais juste que ça soit un peu clair par rapport à ça. Et c'est souvent dans le contexte que moi, je peux définir, par exemple, si c'est par rapport à moi, je peux dire, bon, je mets les études en urgence et puis peut-être mes projets, c'est important, mais je vais les faire après. Ouais. Quand je travaille pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui me met en réalité la pression, c'est lui qui crée le stress, en fait, parce que tout le temps, il est derrière. Est-ce que tu as fini? Tu dois rendre ça quand on a un client comme ça. Ouais. Donc là, tu es dépassé. Est-ce que du coup, pour aller dans le même sens, faut-il aujourd'hui aller consulter pour un étudiant quand on est face à un trop de stress? Est-ce qu'il faut aller consulter? Est-ce que, je sais pas, faut mettre en place, tu parlais de la musique, la lecture pour le coup, pour notre ami écrivain Valentin, je sais pas, la passion des HVF, ça c'est le coup de notre ami Genèse. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir des activités un peu plus ludiques, histoire de... Voilà, de stress. Exactement, mais c'est un peu le niveau de stress. Rostel, avant de donner la parole à Valentin. C'est ça, en fait. Le problème aujourd'hui avec nous, surtout en Afrique, les hommes, au fait, même pas seulement, on n'aime pas parler de ce qui nous arrive. Par exemple, le stress et autres. Donc, chacun aime être assez conservateur, c'est-à-dire, On emmagasine des émotions. Ça seul, en fait. Ouais. Mais alors que c'est assez important. Moi, je dirais que communiquer, c'est mieux, en fait. C'est bien, pas que c'est mieux, mais c'est bien. Du genre, j'ai un poids, j'ai quelque chose qui me dérange, mais le fait d'en parler, c'est une sorte de libération, en fait. Ouais. Parce que lorsqu'on parler, c'est une thérapie. C'est ce que beaucoup, en tout cas tous, on ignore la plupart des temps, mais parler, c'est une thérapie. Il y a même des gens, je vais un peu sortir du cadre, qui font de dépression, en fait, de temps à autre. Mais ces personnes-là trouvent qu'en parlant à une personne, va faire à ce qu'il puisse paraître peut-être faible devant la personne. Ou d'avoir des jugements, ou d'être jugé. Alors que le plus fort, c'est même c'est la personne qui en parle, en fait. Parce que le fait d'en parler, tu te libères. Il y a peut-être que la personne est déjà passée par là, peut te donner des pistes, des tuyaux. Comment est-ce que je gérer ça? Est-ce que vous êtes déjà tombé malade, Valentin, à cause du stress? Est-ce que ce stress-là, en tant qu'étudiant, parce que tu es étudiant au-delà d'être mannequin et écrivain, est-ce que ça je vois Genèse en train de bouger la tête. Oui, mais est-ce qu'on est déjà tombé malade en tant qu'étudiant au point où ça t'a tellement empêché d'aller même à l'école, personne n'est à l'écoute, mais ça t'a aussi paralysé au point de ne pas aller à l'école? Oui. Pas malade au point de me retrouver hospitalisé, non, mais j'ai fait une dépression. Parce qu'il y avait pas mal de choses que je devais faire au niveau de l'université. Pas mal d'examens à préparer, pas mal de documents à rendre. Au niveau du boulot, ça ne faisait que s'enchaîner. J'avais plus à un moment donné à ce, je disais même que j'étais fatigué mentalement et émotionnellement. J'étais fatigué parce que j'enchaînais 7 jours sur 7. Je me reposais pas. Les week-ends, j'ai cours. Et après le cours, je devais aller travailler. Vous vous rendez compte? Donc, lundi au vendredi, je travaille. Et derrière, j'ai un autre boulot que je dois faire. Et mis à part ça, il y a l'école qui est là également. Et donc, supposé, ne t'alimentais pas aussi comme il fallait. Tu mangeais très peu. Que je pensais encore mal. Bah voilà, c'est ça. Je buvais de l'eau, je prenais un paquet de biscuits, je mangeais, voilà, et je dormais. À un moment donné, je me suis dit, je me suis levé, j'arrivais pas à tenir sur mes jambes, que je me suis rendu compte que j'avais pas mangé. Ça faisait 6 jours que j'avais pas mangé. Je faisais que boire de l'eau. Parce que généralement, quand on est dépressif, on ne le sait pas. C'est généralement l'autre qui nous rappelle que, attends, ça fait une semaine, tu sors pas, tu parles pas, tu es un peu agressif. Et c'est même les autres qui m'ont fait remarquer que je ressemblais à un zombie. Ils m'ont dit, mais Valentin,
Tu as perdu du poids. En fait, tu te coiffes pas, t'as des poches, tes lèvres sont gercées. Qu'est-ce qui se passe, au fait? Ouais. C'est juste que, non, vous en faites pas, c'est juste le boulot, l'école. Mais est-ce que ça, généralement, on en parle avec les parents en Genèse ou bien pour le coup? Côté, j'en parle avec les parents parce que, mais il faut quand même que tu te retrouves à un niveau au niveau où les autres le remarquent parce que, à un certain moment, Mais toi, en tant qu'étudiant, en vrai, désolé, ça fait longtemps que je ne le suis plus. Mais je veux dire, peut-être qu'à notre époque, c'était un peu plus facile enfin, à l'époque, je suis pas si vieux que ça en même temps. Mais je veux dire, il y a quelques années, parce que nous, c'est 2010, 2011. Mais je veux dire, mais c'était peut-être plus facile pour nous parce qu'on n'avait pas la charge enfin, on n'était pas aussi chargé que vous aujourd'hui. c'est ça. Mais je veux dire, à quel moment, toi, l'étudiant, tu te rends compte que la question, c'est vrai, j'aurais dû la poser à Valentin, mais toi, je te la pose parce que également, je suis sûr que tu es arrivé à ce moment-là. À quel moment tu sens que c'est le trop? C'est-à-dire que tu sens que là, ce stress-là n'est pas un ami, ce n'est plus un ami pour toi dans le bon sens de te mettre la pression pour aller de l'avant, mais plutôt quelque chose qui te ralentit. Bon, peut-être pas qu'il ralentit, mais c'est pas aussi. En fait, À partir du moment où tu tombes malade, oui, ralentit quelque part. mais là, il y a un truc, c'est quand j'arrive en licence 3, Ouais. on me fait comprendre que vous n'allez pas faire le mémoire comme les autres filières le feront. Vous n'allez pas faire de rapport de stage, vous allez faire ce qu'on appelle une enquête documentaire. Lorsqu'on me montre le format, je regarde, je me dis non. Face à moi, j'ai quand même un truc difficile. Et quand je regarde les moyens que j'ai, ça ne m'aidera pas avec le délai qu'on avait. C'est-à-dire qu'avant le 1er mai, il fallait qu'on termine le travail. Et nous étions, je pense, le 10 mars. Donc, je n'ai que le mois d'avril pour pouvoir faire le travail. Et à partir de là, j'avais commencé à multiplier un peu les navettes hors de la maison, c'est-à-dire entre l'école et la maison. Et j'étais plus à l'école qu'à la maison. Et c'est là où un jour, il y a un de mes frères qui me dit « Tu donnes l'impression que tu habites à l'école et tu visites la maison. » Et franchement, ça devenait difficile parce que face à toi, tu te dis que là, quand même, tu trembles. Rends-toi compte que ce que tu vas faire, c'est possible. C'est juste difficile. Oui, parce que moi, c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est comment rassurer un étudiant qui stresse? Oui, c'est au moment où on est compte qu'il ne travaille plus à la vitesse humaine, naturelle. Oui, mais tu te donnes quoi comme conseil? S'il fallait que tu rassures Le premier conseil, c'est réel. Parce que le stress, ça montre en fait, on nourrit ce stress lorsqu'on se dit que ce qu'on veut faire est impossible. Ok. Quand on se dit qu'on n'est pas capable de... Exactement. Quand on se dit qu'on n'est pas capable de... Entre-temps, le défi présent, c'est difficile, mais pas impossible. Donc, c'est ça le conseil que je donne. Dites-vous que vous pouvez le faire. Par contre, nos volontés dépendent de nos capacités. Voilà, on ne peut pas vouloir faire un truc qu'on est incapable de faire. Sinon, ça, c'est nourrir le stress à long terme. Voilà. Rostel, un mot par rapport à ça, je pense que je suis d'avis que Genèse. Mon ami Genèse. Je pense que le stress, c'est ça. Hein. Déjà, il faut l'accepter. Forcément, peut-être, il y a une personne qui est passée par là. Si la personne a pu le faire, nous aussi derrière, on peut le faire. évidemment. Donc c'est Valentin, vraiment en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette deuxième partie de l'émission. En quelques mots. Wow. Ce que moi je pourrais dire, c'est franchement avoir un fort, mais vraiment fort état d'esprit. Parce que moi, ce que je peux dire, c'est valable pour moi, pas forcément pour l'autre. Moi, je me dis toujours, et je me répète, j'en ai même fait un credo de vie, c'est peu importe ce que je traverse, je vais toujours continuer à avancer. Peu importe à quel moment, à quel degré c'est difficile, je vais toujours réussir. J'ai même écrit un texte là-dessus, qui est sur ma page Instagram, c'est état d'esprit. Ce qui compte à la fin, c'est de me retrouver à la table d'écran. C'est de la réussite. Donc, battez-vous. Magnifique. N'arrêtez pas de vous battre. En tout cas, la chute elle est magnifique comme chute, hein, elle est trouvée. En tout cas, les amis, merci. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, évidemment, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent, hein, aussi bien les étudiants comme des professionnels, de ce stress-là, vu comme un ennemi silencieux. Rostel, ça a été un plaisir de te recevoir. Je rappelle, tu es entrepreneur dans le domaine de l'informatique, l'intelligence artificielle. En tout cas, merci d'être de notre aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Genèse, étudiant en journalisme et communication, ça a été un plaisir de te recevoir, évidemment, sur ce bateau de Génération News. Et puis Valentin, merci, écrivain, mannequin, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques aussi intelligentes et qui participent à l'éclosion de cette jeunesse africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie des programmes des médias TV africains.